Je vais donner maintenant la parole aux orateurs désignés par chacun des groupes de notre Assemblée. La parole est à Monsieur Christian Jacob pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le 21 août, des armes chimiques ont été utilisées à Damas. Nous condamnons cet acte barbare, sauvage et inhumain de toutes nos forces. Le 27 août, le Président de la République annonce que la France est prête à intervenir en Syrie. 8 jours plus tard, vous conviendrez avec nous que François Hollande, votre gouvernement et la France sont dans une impasse diplomatique et militaire. Vous auriez dû, Monsieur le Premier ministre, vous souvenir de votre discours du 22 mars 2011. La France, sous l'impulsion du président Sarkozy, intervenait depuis 3 jours dans le ciel libyen. Vos mots, je le suppose, avaient été, et j'en suis convaincu, avaient été pesés. Vous disiez la chose suivante: les objectifs, les moyens employés, l'organisation des alliés ne peut ni ne doit se faire sans mandat de l'ONU. Faute d'une telle légitimité, toute initiative se retournerait contre ses promoteurs. C'étaient vos mots, Monsieur le Premier ministre. Eh bien, justement, la France, à ce moment-là, intervenait en pointe avec ses alliés, forte d'une résolution et d'un mandat de l'ONU. Aujourd'hui, dans l'affaire syrienne, où sont nos alliés? Où est la résolution des Nations unies? Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous changé d'avis? Ça ne serait finalement pas si grave si cette amnésie venait relayer la politique hasardeuse du chef de l'État. Une politique qui rompt, mes chers collègues, avec une doctrine constante en matière de politique étrangère de la France. Lui qui se plaît, souvent mal à propos, à invoquer l'action du président Chirac, pourquoi n'a-t-il pris aucune initiative bilatérale, notamment avec nos amis russes? Pourquoi n'a-t-il pris aucune initiative européenne? Ne fût-ce que la réunion d'un Conseil européen, ne fût-ce que la réunion d'un Conseil européen pour éviter l'isolement total de la France au sein de l'Union européenne. La France peut-elle sérieusement, sans alliés européens, se lancer tête baissée dans une aventure de la sorte? Nous pensons que non. Au-delà, écoutez, évitez la médiocrité du premier secrétaire du Parti socialiste, mes chers collègues. Au-delà des majorités politiques, au-delà des présidents de la République, on va écouter les présidents du groupe en se respectant les uns les autres. Hein? Il y a Monsieur Bruno Leroux qui interviendra après, s'il vous plaît. Allez. La constance de notre politique étrangère a su rassembler les Français. Cette permanence a permis à la France d'être écoutée sur la scène internationale et d'avoir une voix qui porte et d'être aux yeux du monde un pays respecté. Jacques Chirac, en 2003, au moment où les États-Unis et le Royaume-Uni poussaient à la guerre en Irak, avait résumé en une phrase la doctrine française. Il disait « S'affranchir de la légitimité des Nations unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. » J'ai la tristesse de vous dire que les décisions de François Hollande mettent en danger ces acquis. Ils les mettent gravement en danger. Dans le monde multipolaire tel qu'il est, dans cette région du monde si tourmentée, la voix de la France doit être spécifique. Fidèle à son indépendance, elle doit mettre en œuvre un principe simple d'action, toujours allié des États-Unis, jamais aligné.
Est-ce aujourd'hui le débat sur ce changement fondamental de doctrine que vous souhaitez? Vous conviendrez qu'en 1h30, là où les Britanniques ont débattu pendant 10 heures avant de voter, ce sera un peu court, d'autant plus que vous ne nous avez pas réellement éclairés. Votre empressement à soutenir l'axe Paris-Washington est même quelque peu surréaliste lorsqu'on se souvient que vous avez refusé la prolongation de la présence de nos armées en Afghanistan en nous accusant, je vous cite, Monsieur le Premier ministre, d'avoir acquitté sans mot dire les demandes de l'administration Bush. Allez, on retrouve son calme sur un sujet comme celui-là. En 2008, allez. En 2008, nous étions tout simplement fidèles à la décision de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. En Afghanistan, l'action de la France avait la légitimité que confèrent les résolutions des Nations unies. Grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité, la France n'a pas vocation à attendre le vote du Congrès américain les bras croisés. Comprenez-nous bien, Monsieur le Premier ministre, s'il n'y a pas de mandat de l'ONU, le Président de la République ne peut prendre une telle décision sans que le Parlement ne se prononce. L'article 35 ne l'y oblige pas, mais ne lui interdit pas. La Constitution l'autorise également à vous demander d'engager la responsabilité de votre gouvernement. C'est la décision que François Mitterrand avait prise en 1991. Nous ne pouvons ignorer que ce débat pose une sérieuse question institutionnelle. En convoquant le Parlement avant l'intervention éventuelle de nos soldats, le Président de la République a pris un risque insensé sur le plan institutionnel. La logique institutionnelle, celle de l'article 35, c'est le Président qui décide, il informe le Parlement et le Parlement vote 4 mois après 4 mois d'intervention. François Hollande a convoqué le Parlement avant d'avoir pris quelque décision que ce soit, alors qu'il ne s'étonne pas aujourd'hui de se voir réclamer un vote. Avec cette convocation à contretemps, il a pris le risque d'affaiblir. Votre orateur s'exprimera juste après. Avec cette convocation à contretemps, il a pris le risque d'affaiblir la fonction présidentielle, qui ne s'accommode, mes chers collègues, ni d'indécision, ni d'atermoiement, ni de suivisme. Il a pris le risque d'affaiblir également l'Assemblée elle-même, car les Français ne comprennent pas que les députés ne donnent pas leur feu vert ou leur feu rouge sur cette intervention. Voilà pourquoi vous ne pourrez pas échapper d'une manière ou d'une autre à un vote formel de notre Assemblée. Le Président de la République s'est mis lui-même dans une nasse institutionnelle resserrée par le vote britannique et par l'annonce du vote du Congrès américain. Par conviction, mais par filiation aussi, nous cherchons à être fidèles à l'esprit et à la lettre de notre Constitution. Nous avons évité à ce stade ce que vous aviez osé au printemps 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a décidé le renforcement de notre présence militaire en Afghanistan. François Hollande a défendu lui-même à cette tribune une motion de censure le 8 avril. Ici même, il a dit, et il a oublié, je cite le Président de la République, voilà ce qu'il disait à cette tribune, « Dans toute démocratie digne de ce nom, de tels arbitrages auraient été précédés d'un large débat et d'un vote solennel du Parlement. » Vous voyez, Monsieur le Premier ministre, et je ne suis pas sûr que cela puisse nous rassurer, que la constance du Président de la République vaut au moins la vôtre. Le large débat, où est-il? En une semaine, vos ministres n'ont pas trouvé le temps d'informer les commissions compétentes, commission de la Défense ou commission des Affaires étrangères. Vous n'avez réuni les présidents de groupe et de commission que lundi, après y avoir été contraints par les événements. Des erreurs gravissimes. Votre responsabilité était de créer les conditions d'un consensus
Tout a été fait pour s'en éloigner. Le 27 août, le président de la République nous a annoncé que la France était prête à intervenir. Nous avons collectivement et immédiatement posé 2 préalables. La publication du rapport de l'ONU sur l'utilisation des armes chimiques et la base juridique à intervenir et la légitimité d'un mandat de l'ONU. Notre grille de lecture s'appuie en particulier sur les nombreuses et troublantes similitudes avec la guerre en Irak. Comme en Irak, l'élimination d'un dictateur ne suffira pas à poser les fondations d'un régime démocratique. Comme l'Irak, la Syrie est un pays en guerre civile. Comme l'Irak, la Syrie est un pays complexe dans sa composition ethnique avec une minorité kurde importante, complexe dans sa composition religieuse, divisée entre les sunnites et une minorité chiite alaouite dirigeante, sans oublier la situation des chrétiens d'Orient dans cette partie du monde qui ne peut nous laisser insensibles, mes chers collègues. Nous vous demandons aussi, Monsieur le Premier ministre, de mesurer les conséquences d'une intervention sur les intérêts français au Liban et la sécurité des soldats français sous casque bleu au Liban. Tout en Syrie, comme en Irak il y a 10 ans, convergent pour que la France fasse entendre la voix de la légitimité internationale. Rien ne justifie un changement de pied aussi radical de notre diplomatie politique et militaire. Il faut conclure. Évidemment, comme vous, nous avons ressenti une intense émotion en découvrant lundi soir un peu de dignité. S'il vous plaît, Monsieur Baïs, s'il vous plaît. En découvrant lundi soir, avec vous, Monsieur le Premier ministre, les images insoutenables de civils et d'enfants adultes suffoquant avant de mourir. L'utilisation de gaz est un tabou absolu du droit international depuis le protocole de Genève en 1925 et plus encore depuis 1993 avec l'adoption de la Convention sur l'interdiction de la destruction des armes chimiques. Mais c'est, vous le savez pertinemment, à l'ONU et à l'ONU seule de nous dire comment et par qui les gaz ont été utilisés. Dès la publication de ce rapport, la France devra sans tarder prendre les initiatives diplomatiques fortes, déposer un projet de résolution devant le Conseil de sécurité, le défendre pour entraîner l'adhésion de la communauté internationale. C'est donc le cœur lourd au regard d'une cause qui pourrait justifier une riposte que nous exprimons 3 refus. Refus d'une action strictement militaire, sans but réel de guerre, au-delà d'un coup de semonce et d'une punition. Refus d'une intervention isolée, sans légitimité internationale. Refus, enfin, d'un renoncement, voire à certains égards, d'un reniement de notre politique étrangère. Dans ce moment exceptionnellement grave, le président de la République a une responsabilité historique, celle de faire vivre la voix singulière de la France dans le concert des nations. Voix singulière, forte et indépendante, la France est seule aujourd'hui, isolée comme elle ne l'a jamais été, spectatrice de ce qui se passera le 9 septembre à Washington. Monsieur le Premier ministre, nous avons posé 2 préalables à toute intervention de la France. Notre position est dictée au long cours de la politique étrangère de la France. Le président de la République n'a pas reçu mandat de s'affranchir du cadre des Nations unies. Si d'aventure il venait à prendre cette lourde responsabilité, les députés UMP ne le soutiendraient pas. Merci, Monsieur Jacob.